Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme toujours, mais peut-être un poil inquiet de vous retrouver pour parler positivement de l'OL, de mon OL. Et je trouve que c'est toujours beaucoup plus simple de raisonner sur une équipe, en tout cas de raisonner sur sa propre équipe de manière critique pour pointer les défaillances, les lacunes potentielles. Un petit peu plus dur là de mon point de vue, de dire des choses, d'avoir un état d'esprit et un ton laudatif sur l'OL. Je crois que j'ai un petit peu peur d'empiéter sur le terrain de l'objectivité avec un poil trop de supporterisme. Donc si jamais ça se produit, ayez un peu de mansuétude. On va essayer tout de même d'être assez rationnel, le plus objectif possible, et de présenter un petit peu voilà, tous les éléments du tableau pour répondre in fine à cette question. L'OL peut-il être sacré champion de France à la fin de la saison ? Alors la raison pour laquelle cette question mérite à minima d'être posée est assez évidente. À 3 journées de la fin de la phase aller, l'OL est leader ex aequo, derrière seulement la différence de but, d'un petit but. Un point devant le Paris Saint-Germain que Lyon a battu il y a 2 journées. Et il y a évidemment la question de cette série incroyable pour l'OL en tout cas. Voilà 10 années, depuis la saison 2010-2011, 10 années que l'OL n'avait pas enchaîné 13 matchs consécutifs en Ligue 1 sans perdre, 8 victoires donc, et 5 nuls. Mais au-delà de cet aspect résultat, au-delà de la matière brute immédiatement tangible, il y a aussi, et peut-être surtout, pour tous les observateurs du club, la sensation avérée que cet OL joue mieux qu'il n'a joué depuis de très longues années. La production terrain est à la hauteur des résultats, sinon supérieure. Ça, c'est ce sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui. Alors, dans cette optique, je pense qu'on va dégager plusieurs lignes de force, 2 principalement, et 2 éléments centraux qui expliquent tout simplement pourquoi l'OL joue mieux qu'il y a quelques dizaines de matchs, joue mieux qu'il y a quelques mois ou qu'il y a quelques années même. La première, elle est évidente, c'est l'influence de Lucas Paqueta, et c'est pas une coïncidence si on porte ce maillot-là aujourd'hui. Il a totalement transformé l'entrejeu lyonnais, un entrejeu qui est pourtant bien fourni. Alors, de plusieurs manières, je dirais d'abord par sa capacité à être agressif, beaucoup de hargne, beaucoup d'intensité sans ballon, et plusieurs ballons récupérés, que ce soit dans le dernier tiers, dans la moitié de terrain adverse, ou même à la suite de premières actions qui échouent. Paqueta permet de fournir une seconde lame à plusieurs offensifs lyonnaises, et en ce sens, il permet d'accentuer la domination qui est effectuée dans le dernier tiers, et disons que ça c'est quelque chose qui permet de gagner assez rapidement le cœur des supporters, mais c'est surtout, quand on pense à Paqueta, et la raison pour laquelle on devrait penser à Paqueta, son influence à l'OL aujourd'hui, c'est une production avec ballon assez rare, parce que je dirais très complète. Alors, il a évidemment ce bagage technique nettement supérieur à la moyenne, qui lui permet, la clé du football, simplement d'ouvrir des espaces, que ce soit par le dribble ou par la passe, créer des décalages et des situations qui vont naturellement amener des occasions de but, mais aussi, je dirais, une capacité à fluidifier le collectif lyonnais de plusieurs manières, et c'est en ce sens que je le trouve assez complet, c'est qu'on le retrouve à plusieurs endroits sur le terrain. Il a un très bon sens du positionnement, un goût des responsabilités, et il le manifeste dans plusieurs zones du terrain. Peut-être la première qu'on peut illuminer, c'est d'abord à la construction, où je trouve que depuis que Paqueta est là, par sa présence, par sa disponibilité, il a relaxé l'OL en sortant le ballon des pieds de nos défenseurs. Et parfois, amener de l'influence dans la phase avec ballon d'une équipe, c'est pas beaucoup plus que de proposer un relais intéressant pour que les défenseurs centraux finalement touchent le moins de ballons possible. Je pense que, à moins qu'on ait un Yannick Vestergaard dans son équipe, et ça c'est petite dédicace au match de Southampton que j'ai vu ce week-end, et on a plutôt intérêt à sortir le plus rapidement possible le ballon des pieds de ces défenseurs centraux pour l'amener dans des zones intéressantes, pour briser la première ligne de pression. En ce sens, la disponibilité de Paqueta est cruciale. Voilà, cette capacité à proposer pour décharger de la responsabilité de la construction les défenseurs, je trouve que c'est génial, et c'est aussi très bien complémenté par une activité dans le dernier tiers, un sens des décalages, comme on l'a dit, qui permet à l'OL de se créer de nombreuses situations. Peut-être le point qu'on peut faire ressortir, qui est assez notable, et qui à mon avis, je me dis, si j'étais supporter milanais et que je suivais d'assez loin les performances d'un joueur qu'on vient de vendre, je regarderai la ligne de stats de Paqueta, 10 matchs en Ligue 1 pour l'instant, donc 10 apparitions, dont 8 titularisations, 0 but, 0 passe décisive, tout ça pour montrer à quel point le bilan statistique d'un joueur est peut-être parfois assez faiblement représentatif de sa réelle qualité, de sa réelle production, et peut-être que ça souligne aussi qu'il existe encore une marge d'amélioration pour Paqueta, qui peut notamment progresser à la finition, comme d'autres joueurs dans cet effectif, je pense à Bruno Guimaraes par exemple, il peut progresser dans ces zones, et peut-être amener encore
plus que sa production actuelle. Donc ça, c'était le premier point. Évidemment, Paqueta. Le deuxième, si on parle du renouveau lyonnais, on est obligé de parler d'un trio qui fonctionne très bien, qui est aligné depuis plusieurs matchs maintenant, et qui donne entière satisfaction. C'est le trio d'attaque, Memphis, Kadewere, Toko Ekambi. Les trois combinés, on est sur un total de 22 buts et 10 passes décisives depuis le début de la saison. Et les trois se trouvent très bien, alors à la fois par la capacité qu'ont Kadewere et Toko Ekambi à proposer des appels tranchants, à se retourner assez vite avec ballon aussi. Je suis assez surpris. Mon intuition initiale sur le recrutement de Kadewere, c'était qu'on avait pris un gars qui était un neuf assez peu mobile, que je voyais sur ces différents clips Y-Scout quand je le regardais un peu du côté du Havre, proposer assez peu à la construction et marquer beaucoup de penalty aussi. Je crois qu'il y avait 30 ou 40% de ses buts qui étaient sur penalty. Tout ça, ça me donnait un a priori relativement limité, surtout en partant du fait que l'OL avait déjà au moins deux numéros 9, Moussa Dembélé et Memphis. Finalement, c'est dans un autre registre qu'il est très utile et je dois dire très surpris par sa propension à limiter le déchet technique sur des actions qui sont pas nécessairement de l'ordre de jouer simple. Alors c'est assez direct, mais il y a de la finesse dans certains déplacements, dans certains dribbles, et en ce sens je trouve que son profil ressemble plutôt à celui de Toko Ekambi, deux joueurs qui sont très à l'aise pour jouer en transition, et l'OL a marqué plus de buts en transition que n'importe quelle autre équipe de Ligue 1 cette année, plus de buts qu'il n'en avait marqué en transition la saison dernière sur 27-28 matchs, donc tout ça c'est en grande partie dû à la capacité de ce duo, mais voilà, je les trouve assez exempts de déchets techniques pour l'instant. Je trouve que c'est assez rare pour être souligné et c'est ça qui permet à l'OL d'être particulièrement tranchant, efficace offensivement. C'est les 2 points donc, Paqueta et cette triplette qui fonctionne à merveille. C'est les 2 points que tout le monde ressort. C'est pas particulièrement original de lire, mais je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail pour noter ce qui me sautait aux yeux. Donc voilà, on va dire les gros motifs de satisfaction au niveau jeu de l'OL. Et tout ça, ça fournit à mes yeux plusieurs raisons d'y croire. C'est là qu'on va commencer à lister les points positifs qui permettraient à l'OL d'aller chercher ce titre de champion de France. Alors le tout premier, il est évident, et encore une fois, c'est très peu original de le dire, mais c'est le fait que l'OL, en ne disputant pas de Coupe d'Europe, non seulement, je dirais, bénéficie d'un surplus athlétique, physique, et on le voit d'ailleurs quand on regarde, par exemple, non seulement Lille-PSG ce week-end, d'autres rencontres, on voit qu'il y a un différentiel d'intensité, de mobilité, de fraîcheur, même dans le dernier tiers de la rencontre. J'ai trouvé ça assez notable. Donc évidemment, il y a cette question athlétique, physique pure, mais je suis assez convaincu par le fait que, en ayant moins de rencontres à disputer, en pouvant faire autre chose à l'entraînement que de la pure récupération, l'OL collectivement a progressé d'un ou deux ou trois crans offensivement sur les automatismes qui ont été trouvés, et ça simplement le fait que les joueurs évoluent ensemble, s'entraînent ensemble, mais même certaines combinaisons. Globalement, sur les aspects individuels, certes, l'OL a un effectif plus fourni encore que l'année dernière, mais c'est surtout d'un point de vue collectif que l'OL a progressé, et à mon avis, c'est principalement pour cette raison, simplement le fait d'avoir plus de temps pour s'entraîner, plus de temps pour peaufiner ses circuits, surtout en phase offensive. Je dirais aussi plus de temps pour apprendre à presser, ça demande beaucoup de temps. Le pressing, c'est sans doute l'exercice peut-être le plus collectif de la matière football, donc plus de temps pour apprendre à presser ensemble, et on le voit, l'animation défensive de l'OL est elle aussi bien supérieure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je dirais, le deuxième plus à mettre dans la colonne pourquoi l'OL pourrait être champion de France, c'est le fait que pour être champion de France, il faut surtout être meilleur que ses adversaires. Et alors, le point négatif, c'est qu'il y a une vraie bataille à plusieurs équipes. Ça ne sera pas un mano à mano, ou en tout cas, ça l'est pas pour l'instant, personne ne peut lire l'avenir, mais pour l'instant, ça ne se profile pas comme un mano à mano contre une seule équipe. Il peut y avoir une course potentiellement à 4 équipes, et ça, pour moi, mécaniquement, ça diminue les chances de l'Olympique Lyonnais, mais le truc, c'est qu'il n'y en a aucune qui, pour l'instant, se détache nettement, et que ce soit l'OM qui rencontre des difficultés récemment, qui pourraient être potentiellement plus que conjoncturelles, même si à bien des égards, je crois encore en cette équipe, ça pourrait être juste un peu limite pour rivaliser vraiment jusqu'au bout pour le titre de champion de France. Le LOSC, alors ça c'est une équipe en laquelle je crois beaucoup, j'avais fait une vidéo dédiée à son parcours en Europa League. En revanche, je la trouve un petit peu moins en capacité de se déséquilibrer offensivement, je la trouve un petit peu moins explosive que l'Olympique Lyonnais, plus solide en revanche, donc il y aura un vrai affrontement entre les deux. Et le Paris Saint-Germain, qui est censé être le cadre absolu de ce championnat de France, non seulement je pense qu'il y a un petit différentiel de motivation par rapport à d'autres formations, mais il y a surtout une
hécatombe, l'infirmerie est plus que remplie, et ça, si c'est une dynamique qui se poursuit, bah effectivement, on pourrait avoir une course très serrée entre les 4, donc disons simplement le fait qu'aucun prétendant ne se distingue nettement et ait pris 6, 8, 10 points d'avance sur l'OL, bah c'est forcément quelque chose de positif quand on pense à cet objectif. Donc ça, c'est une donnée brute, le classement réel, c'est la donnée la plus importante. Ce qui est peut-être aussi rassurant, c'est que quand on regarde le classement corrigé en fonction des expected points, la matière qui est sous le résultat, et bah l'OL pourrait être potentiellement encore plus haut. Il y a sans doute une marge d'amélioration à trouver sur l'efficacité. Il y a un différentiel assez fort au niveau des expected goals. L'OL a sous-performé à plusieurs reprises cette saison, notamment en début de saison. Du coup, si on regarde ce classement, l'OL est encore plus haut qu'il ne l'est actuellement. 4 expected points de plus que le Paris Saint-Germain. Ça veut rien dire, c'est pas sur les bases de ce classement qu'on attribuera le titre, mais simplement ça peut rassurer sur le fait que la production derrière est à la hauteur, plus qu'elle ne l'est pour d'autres équipes qui chutent de manière assez substantielle quand on regarde ce classement. Donc voilà pour la partie enthousiasme, voilà pour les éloges, et je pense qu'on l'a été beaucoup plus que mon confort le permettrait habituellement. On va revenir à nos travers habituels donc, et donner les raisons pour lesquelles on pourrait nourrir des doutes sur la pertinence de cet objectif, sur les raisons pour lesquelles l'OL pourrait potentiellement décevoir sur la deuxième partie de saison. Pour moi, le premier, c'est que le secteur défensif est encore trop insatisfaisant. Quand on regarde le 11 idéal de l'Olympique Lyonnais, les 2 postes les plus faibles, c'est sans doute les 2 postes de latéraux. Défenseurs centraux, il y en a 1 sur 2 qui est relativement fiable, et encore, Denayer sort d'une saison 2018-2019 très bonne, mais 2019-2020 plutôt en dents de scie. Là encore, je le trouve pas aussi fiable qu'il n'a pu l'être par le passé. Je trouve qu'il y a certaines interventions qui sont assez limites. Marcelo, c'est mieux, notamment sur coup de pied arrêté défensif, je pense que sur centre aussi, mais globalement cette ligne de 4 me rassure pas trop, et je dois dire aussi, alors pourtant très fan du joueur Anthony Lopes, je suis moins convaincu cette saison, et ça aussi c'est encore un petit peu dans la continuité de la saison dernière. Il y a toujours des parades qui ramènent des points, mais il y a aussi de plus en plus d'erreurs flagrantes contre Brest. Aucune malice sur cette intervention, je pense que l'affirmer c'est être assez malhonnête, mais en revanche une intervention totalement ratée. Il faut toucher le ballon ici et ça coûte des points à l'OL. Il y a 2 buts contre son camp aussi d'Anthony Lopes cette saison, donc voilà, je suis pas rassuré par la prestation défensive. C'est pas catastrophique d'un point de vue comptable, 14 buts encaissés, ça reste la 4e meilleure défense de Ligue 1, mais la 4e meilleure défense de Ligue 1, c'est pas la meilleure défense de Ligue 1, et pour être champion de France, généralement, c'est pas mal d'être dans les 2 meilleures défenses de Ligue 1. Pour l'instant, Lille et le PSG à 10 buts encaissés montrent plus de promesses de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un premier motif d'inquiétude. Si je devais fournir un doute supplémentaire, ce serait aussi sur la capacité de l'OL à poursuivre cette bonne série. Alors pas nécessairement le même résultat comptable, est-ce que ça c'est vraiment durable sur une saison? Bon, il le faudrait peut-être pour être champion de France, on va y revenir, mais simplement sur le fait de ne pas retomber dans ses travers, indiscipline, capacité à se saborder des matchs soi-même, déclin mental. Pour l'instant, on voit une équipe en pleine confiance, et quand le niveau de confiance est élevé, forcément, ça a un impact sur la manière dont on peut percevoir une équipe. Qu'est-ce que ce sera quand il y aura une succession de mauvais résultats, comme ça arrivera nécessairement, 2 nuls consécutifs par exemple? Est-ce qu'on verra une équipe perdre un peu de sa force mentale, retomber dans des travers, les travers qu'on lui connaît? Voilà, j'ai un petit doute parce que c'est toujours dur de se baser sur une très bonne période pour porter un jugement sur la capacité d'une équipe à faire une très très bonne saison. Qu'est-ce que ce sera quand les temps seront un peu plus durs? Voilà, on peut nourrir une petite inquiétude à ce sujet. Il y a aussi une petite déception de ma part sur les rendements individuels d'Oussem Aouar et Memphis Depay, qui sont pourtant théoriquement les 2 meilleurs joueurs de l'effectif, et qui ont en ce moment un peu de mal à suivre la production, alors peut-être celle des autres, surtout celle de leur standard habituel. Pas mal de déchets dans la construction, ils sont souvent les points finaux des actions, et voilà, j'ai une petite déception de ce point de vue-là. Après, ça peut être aussi interprété de manière positive, comme le fait que le symbole que cette équipe ait encore une marge d'amélioration. Qu'est-ce que ça donne si on a un Aouar et un Memphis 9 sur 10 par rapport à actuellement, je dirais un rendement 6 ou 7 sur 10 au maximum. Et puis 2 points pour terminer, autant l'effectif est fourni, ça c'est une très bonne chose, autant le manque d'une compétition alternative, que ce soit une compétition européenne, mais même la Coupe de la Ligue qui a été supprimée, on va attendre un moment avant que la Coupe de France se mette en place, le manque d'une compétition alternative, ça peut, lorsque les résultats seront moins bons et que la grogne sera plus légitime, ça peut créer quelques troubles au niveau de la bonne ambiance qu'on constate pour l'instant dans l'effectif, qui a été amené par certains joueurs en particulier, mais
qu'est-ce que ça donnera quand les résultats seront un peu moins bons et que le turnover qui est assez faible pour l'instant, alors Garcia a tendance à faire ses 4 ou 5 changements par rencontre, mais il y a plusieurs joueurs qui peuvent raisonnablement estimer que leur temps de jeu est faible par rapport à leur qualité ou leur standing surtout, je pense à certains joueurs en particulier là aussi. Voilà, ça peut être motif d'insatisfaction et ça peut renverser la courbe psychologique de cette équipe, ça c'est le premier point. Et le dernier, c'est que malgré tous les éléments positifs qu'on a décrits, malgré cette très bonne série, l'OL n'est toujours pas leader et leader ex aequo, aucun point d'avance pris sur cette bonne période, simplement des points de retard comblés par rapport au début de saison. Donc voilà en gros ce qui permet pour moi de nuancer le tableau. Je sais pas si je suis plus pessimiste qu'optimiste, je pense que pour l'instant mon verdict c'est que j'ai pas encore trop envie d'y penser, mais si on devait raisonner de manière un petit peu plus rationnelle, on pourrait par exemple regarder le nombre de points qu'il a fallu obtenir pour être sacré champion de France sur les 5 dernières saisons. Et alors en 2018-2019, je compte pas la saison dernière parce qu'elle est assez particulière, mais en 2018-2019 c'était 91 points, l'année d'avant 93, l'année avant ça le SAC de Monaco 95, 96 en 2015-2016, 83 en 2014-2015, sur toutes ces saisons, le meilleur total de points de l'OL sur ces 5 saisons, c'est 78. Donc vraisemblablement, il va falloir soit que le total de points nécessaires pour obtenir le titre de champion de France baisse cette saison, c'est pas impossible. Il va sans doute falloir aussi que le nombre de points maximum que l'OL ait marqué sur cette dernière saison augmente. C'est pas impossible non plus, mais ça fait 2 paramètres à réconcilier et ça signifie la difficulté de la tâche. Donc mon verdict, non pas final mais temporaire on va dire, pour boucler un petit peu cette idée et cette question, ce serait de dire qu'en tant que supporter lyonnais, il y a des raisons d'être enthousiaste, il y a des raisons d'être heureux, il y a des raisons d'être conquis par la performance de cette équipe, par sa production sur le terrain, avec, sans ballon, parce qu'elle dégage en dehors aussi. Voilà, en tant que supporter lyonnais, je retrouve le plaisir de suivre mon club au quotidien. En revanche, est-ce qu'il y a des raisons d'être présomptueux, particulièrement confiant? Je dirais là plutôt non. Et si je devais répondre à la question, est-ce que l'OL sera champion de France? Pour l'instant, ma réponse c'est non. Alors c'est dû à plusieurs éléments qu'on a bien évoqués, je pense, mais globalement, le côté fragmenté de cette course au titre, ça peut potentiellement jouer en défaveur de l'OL. Ça joue en défaveur de toutes les équipes en fait. Naturellement, plus il y a de prétendants, plus les chances de remporter le titre sont fragmentées. Dans un mano à mano, t'as déjà plus de chances d'aller au bout. Donc voilà, je pense que c'est un premier paramètre de l'équation. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est sur la période où l'OL est à son top niveau de performance. Est-ce qu'il existe encore une marge de progression? Peut-être une petite, pas une énorme. Est-ce qu'il existe une marge de progression en revanche quand on regarde le Paris Saint-Germain amputé de la quasi-totalité de son effectif? Est-ce qu'il existe une marge de progression à Lille? Là, je dirais plutôt oui. Donc tout ça, étant donné que l'OL n'a pas pris de points d'avance encore, qu'il existe potentiellement des moments plus difficiles à venir sur la saison en cours. Voilà, pour l'instant ma réponse, est-ce que l'OL va gagner le titre? Ce sera non. En revanche, la question est-ce que l'OL peut le gagner? Est-ce que l'OL a des raisons d'y croire? Et est-ce que l'OL fait partie des prétendants? Je dirais oui, non seulement pour les résultats, mais aussi pour ce qu'on voit derrière. Donc voilà en gros sur l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on aurait pu en parler encore bien davantage, j'aurais bien aimé faire des points spécifiques encore plus longs sur certains joueurs, mais je doute pas qu'on aura l'occasion de le faire par la suite, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de le faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donnez-moi votre avis, surtout dans les commentaires, je suis particulièrement curieux de savoir que vous soyez supporter de l'OL ou non, peut-être surtout si vous ne l'êtes pas, très curieux de connaître votre analyse de la situation, votre perception du rapport de force qui peut aller au bout. Un petit rappel quand même, c'est que quand on regarde les bookmakers, la cote du Paris Saint-Germain pour remporter le titre, elle est encore autour d'1,20, l'OL c'est 10, donc si vous croyez particulièrement en les chances de l'OL d'aller au bout, ça peut être une opération intéressante, et ça traduit bien pour moi la perception qu'on peut continuer à avoir, et sans doute les probabilités, la nature de l'exploit que ce serait aussi pour Lyon d'aller au bout. Bref, on aura bien l'occasion d'en reparler. Pour ne pas rater ça et les prochaines, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Si ce maillot vous a plu, que vous voulez en trouver d'autres, et d'autres un peu plus rétro notamment, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. De l'autre côté donc, on se retrouve très très vite demain pour la dernière vidéo de l'année, je pense, avant de partir sur un programme que je veux assez ambitieux en 2021, je vous en reparlerai un petit peu plus bientôt. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée et soirée, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Bisous.